Bonjour à tous, à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de notre expérience qu'on a pu vivre sur les JO et les Paralympiques. Et donc autour de cette table ronde, nous avons Marilyn qui va se présenter. Et je vous laisse chacun vous présenter. Je commence. Bonjour, donc Marilyn, Société Hypercute. Nous avons développé une housse connectée que l'on enfile sur les sacs de frappe pour les rendre interactifs. Et donc nous étions effectivement au JO pendant les 15 jours sur les sites de compétition de boxe. Mais on vous racontera ça un peu plus tard. Bonjour à tous, je suis Arthur Chazelle, je suis le fondateur de TouchSouci. Et donc nous on développe une solution qui permet au public non-voyant de suivre un événement sportif. Et on était donc fournisseur direct des Jeux Olympiques. Eric Delage, je suis l'animatrice de la commission sport connecté de la Mêlée. J'ai aussi une entreprise qui s'appelle Calavea où en gros j'aide sur la partie business des gros événements sport, e-sport et entertainment. Et pour les JO, j'étais bénévole aux Paralympiques à Versailles pour la presse et ensuite pour le protocole et ensuite pour les deux. Et pour conclure le tour de présentation, je m'appelle Maxence Locre, je travaille actuellement pour SCC France et j'étais PMO, on va dire chef de projet chez SCC France pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques et on a fourni l'ensemble du matériel informatique pour les usagers. C'est toutes les télés, les téléphones, les tablettes, les laptops, ainsi que d'en assurer le paramétrage pendant toute cette période olympique et paralympique. Merci. Donc moi je fais partie de la société Atos Eviden. Nous assurions la partie cyber des Jeux avec beaucoup d'actualités. Tant que tout n'est pas officiel, on ne peut pas dire ce qui s'est passé vraiment. Il y a eu des événements comme attendu et il n'y a pas eu d'événements majeurs. Mais à côté de ça, je suis intervenu en tant que bénévole aux Paralympiques et je suis ici pour partager nos expériences. En tant que bénévole, je gérais l'endroit où, en fin de compte, on délivrait les informations aux autres bénévoles. C'est-à-dire qu'on est les premiers arrivés, les derniers partis, on s'assure qu'ils savent où sont leurs missions. Donc c'était à peu près entre 20 et 26 km par jour, plus d'une vingtaine d'étages. Et c'était, voilà, j'ai une mission, je ne sais pas où je dois aller, et on allait les amener à leurs différentes missions. Et à côté de ça, quand il manquait des bénévoles sur des postes, généralement en milieu de journée, on allait les remplacer, on allait les aider, on allait leur faire du renfort. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette expérience m'a beaucoup changé. Donc, je n'ai aidé que pour les Paralympiques, donc avec des personnes qui étaient en mobilité réduite, avec différents handicaps. Et on s'aperçoit que quand il pleut, quand on a une petite coupure au bout du doigt, on l'utilise comme prétexte pour ne pas faire telle ou telle action. Et quand vous voyez des gens qui ont un membre en moins et qui, malgré tout, vont aller se déplacer d'une pièce à une autre, ça vous apporte vraiment beaucoup dans le sens, mais la vie, eux, ils avaient 2 jambes, ils ont un accident, ils en ont plus qu'une. Il y a une joueuse de tennis, pareil, suite à un accident. Et vous voyez l'énergie, vous voyez tout ce qu'ils arrivent à dégager, tout ce qu'ils arrivent à faire. Ça remet en question. Je ne sais pas si vous voulez partager d'autres moments, par rapport à... Nous, pour notre part, on est allés sur les Paralympiques, mais juste avant le démarrage des Paralympiques. Nous étions aux arènes de Lutèce pour une journée d'animation. Et nous avons effectivement rencontré à ce moment-là donc des personnes à mobilité réduite, bien évidemment. Et effectivement, il y avait même quelqu'un qui s'occupait de judo, d'escrime à côté de nous. Il a voulu installer son stand tout seul, il était en fauteuil et on a voulu donner un coup de main. Et en fait, non, ce sont des personnes qui ont une certaine volonté, comme le disait Ludovic, et qui nous apportent beaucoup d'humilité. Donc oui, moi aussi, j'ai un peu appris, alors sur une seule journée, mais on est rentré avec une autre volonté de faire les choses et ça, c'est vraiment magique. Si tu peux nous parler un peu de ce que tu as créé justement pour aider les personnes. Oui, bien sûr. Alors de mon côté, j'ai pas d'histoire personnelle au niveau du Paralympique, dans la mesure où j'étais pas déployé dans les événements. Mais nous, on a eu du coup la chance de se déployer sur l'Olympique et le Paralympique. Et donc ce qu'on développe, c'est une tablette tactile qui permet au public non-voyant de suivre un événement sportif. Donc si j'explique très rapidement, il y a la position du ballon avec un curseur magnétique. Il y a de la vibration pour l'intensité du jeu, ainsi que de l'audio qui était de charge, mais qui avait aussi de l'audio sur les tablettes tactiles. Et si je peux faire un retour plus complet, du coup, pour nous déjà, en tant que fournisseur direct, on a donc assisté aux compétitions, on a équipé 7 sports, donc le football, le basket, le rugby en olympique et en paralympique, plus du goalball. Donc on a fait, je crois, plus d'une centaine de sessions quand même, donc c'était assez important. Et il y a eu 2 enjeux majeurs de notre côté. Il y en avait 2. Le premier, c'était un point de vue organisationnel. On est quand même une très jeune entreprise, on était 4 en janvier, on était vraiment les 10. Mais pour les Jeux Olympiques, Paralympiques, c'était quand même un vrai challenge en termes organisationnel, parce qu'il n'y a aucune compétition qui est équivalente à celle-ci.
Si j'explique un petit peu en termes de prévision en avance, d'organisation, c'est vraiment énorme. Et sur place, les questions de support sont compliquées. Les volontaires ont été très présents parce que nous-mêmes, par exemple, on a l'habitude d'être en stade pour des événements exceptionnels comme ceux-là, pour faire fonctionner les tablettes. Et pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, on était en support 3. Donc on était vraiment sur un support à distance. Et donc chaque friction devient beaucoup plus complexe à gérer. Et après, bon, nous, on avait un énorme enjeu technique puisqu'il fallait simplement que ça fonctionne, puisque c'était une compétition pour laquelle il y a un enjeu de fonctionnement qui est vraiment très élevé. C'est-à-dire que si la solution ne fonctionne pas pendant 3 minutes et que ça impacte 30% de la flotte, etc., il y a très vite des pénalités qui sont prévues. Donc ça a très bien fonctionné. Ouais. Bon, moi, du coup, j'étais sur le site de Versailles. Humainement, j'ai travaillé avec énormément d'organisations avant, mais humainement, c'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue de toute ma vie. Et sans commune mesure. J'ai fait d'autres événements, j'ai fait la Coupe du Monde de rugby, j'ai adoré, mais humainement, en fait, je pense que c'est la composante qui est la plus déterminante, et je pense que, si vous demandez à des gens qui sont sur les Jeux, c'est ça qu'ils vous diront tous. Les Jeux, quand on les vit, c'est une bulle. C'est une bulle. Les gens sont ultra bienveillants. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, en général, les Parisiens sont pas très loquaces dans le métro, de manière objective. Là, en fait, à Paris, quand on était sur une terrasse pour un café, ils venaient nous voir pour nous remercier. Dans les métros, ils s'asseyaient à côté de nous pour dire « Ah là là, c'est génial ce que vous faites les bénévoles, c'est vous qui avez fait les Jeux. » J'étais là « Waouh, c'est très sympa, merci. » Enfin bon, j'ai pas l'impression d'être exceptionnelle, mais merci quand même. Mais en fait, c'est une bulle hors du temps. À Versailles, c'était normal d'avoir des gens qui étaient handicapés. Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, il n'y avait absolument aucune différence et personne ne... J'ai du mal à expliquer avec des mots, mais en gros, que vous soyez handicapé ou pas, vous étiez juste une personne. Et c'était absolument normal de vous mettre dans un espace où vous pouviez rentrer en fauteuil roulant. Si vous n'aviez pas de jambes, pas de bras, pas de n'importe quoi, en fait, c'était pas grave, vous étiez juste une personne. Et en fait, c'est vrai que de vivre ça, quand on sort de la bulle, c'est vrai qu'on se dit, ouais, en fait, ça peut exister, quoi. Et c'est très, très intéressant de voir que finalement, des gens qui viennent du monde entier, sous des conditions météo, il a plu, à un moment, on a cru que le métro marcherait pas, bref. En fait, ça, c'était pas grave. Parce que finalement, en fait, ce qu'on a ressenti, même si on arrivait sur site à 6h du matin et qu'on repartait du site à 23h, en fait, c'était pas grave. Personnellement, si les Jeux, ça avait duré 3 mois comme ça, j'aurais été un peu fatiguée, mais aucun problème, j'aurais continué en fait. Voilà. Il y a peut-être une partie qui peut être aussi abordée concernant on va dire, principalement les Paralympiques, c'est à quel point les sportifs sont beaucoup moins médiatisés et ont beaucoup moins cette impression d'être dans le moment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un athlète olympique est habitué. Il fait des tournois mondiaux, il fait des Coupes d'Europe, il est habitué à avoir des stades remplis, à avoir la presse, etc. Beaucoup d'athlètes paralympiques voient un journaliste pour la première fois. Et on avait un exemple, on sponsorise un athlète qui s'appelle Valentin, qui fait le saut en longueur, catégorie T37, et qui a vraiment dit voir un Stade de France complet, surtout quand tu es en France et que tu as un maillot bleu avec marqué ton nom de famille devant et que tu entres avec la petite présentation, le petit drapeau, et que tu passes d'un décibel de 60 à 130, ça fait quelque chose. Tu remets en question tes performances, tu remets en question tes 4 ans d'entraînement. Donc c'est surtout en fait ils n'étaient pas prêts, ils arrivent face à des stades pleins à craquer alors qu'ils ont fait 4 ans d'entraînement dans un anonymat pur, dans des stades vides ou des salles d'entraînement vraiment désertes, et ils se retrouvent mis sur un devant de la scène avec vraiment un public qui les acclame, qui sont derrière eux, et exactement pour souligner tout ce que les autres participants ont dit, aucune distinction, ils sont juste là pour les voir gagner, on n'avait qu'une seule envie, c'était juste voir un tricolore gagner sa médaille d'or, c'est tout. Donc là-dessus, c'était aussi pouvoir souligner cette espèce de différence de médiatisation entre olympique et paralympique et cette préparation qu'ils ont pu avoir. Donc, en parallèle, il y a aussi les performances. On voit des gens, par exemple, je prends la natation, avec des catégories où le handicap est très lourd. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'ils font ? Et au final, ils y arrivent et franchement, ils te défoncent. Dans le sens où toi, tu es à côté, tu nages normalement, ils te mettent une longueur. Donc, il y a aussi cette espèce de respect quand tu les vois en vrai, où tu te rends compte que le travail est absolument incroyable et que malgré, on va dire, cette espèce de handicap un peu lourd qu'ils peuvent traîner, la performance est 2 fois plus puissante. Donc c'est principalement aussi pour rebondir un petit peu sur tout ce qu'ont dit les autres participants, c'est un peu ce côté un peu exceptionnel. C'est le moment un peu citation dont je me souviens plus totalement, mais il disait que les athlètes olympiques étaient des sportifs, on va dire, communs, certains extraordinaires, mais que les paralympiques étaient tous des héros.
parce qu'ils n'ont pas forcément commencé à 50 pour arriver à 100, alors que les Paralympiques ont commencé à 0 pour arriver à 100. Ouais. Et juste pour rebondir ce que tu viens de dire, en fait, le public des Olympiques était très différent du public des Paralympiques. Comme les tickets pour le Paralympique étaient moins chers, du coup, les gens, beaucoup de gens ont emmené leurs enfants. Et en fait, après, il y a eu beaucoup de discussions dans les familles en leur disant, tu vois, quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu peux toujours rebondir. Donc ça, les gens que j'ai rencontrés, même dans les métros, dans les RER, ils disaient non mais en fait on comprend pas pourquoi est-ce que c'est pas médiatisé quoi. Parce que nous, demain ça recommence, on emmène tous nos enfants, tous. Donc ça c'était aussi hyper intéressant de voir que finalement, le fait que les tickets étaient moins chers, il y a une plus grande accessibilité des personnes individuelles, on va dire ça comme ça. Et que finalement, en fait, les gens sont venus pour voir du sport, mais ils sont revenus pas seulement avec le lancer de javelot. On a l'impression que le truc il vole, il va jamais s'arrêter, quoi. Donc ça, c'était très intéressant aussi pour ce côté-là. Oui, je pense que la première chose qu'on a envie de partager sur cette expérience au jeu, tous les uns comme les autres, c'est le côté humain. Bien sûr, il y a le business derrière. On a tous, enfin en tout cas moi, sur Hypercute, nous, on a fait des belles rencontres pour le business aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça qu'on a envie de partager. Donc, je parlais de Lutèce tout à l'heure. On était pendant les 15 jours sur les sites de compétition de boxe, pendant les JO valides, on va dire. Et en fait, on a vécu un petit peu cet écart entre les deux sites. On était, comme tu le disais tout à l'heure, Frédéric, sur le premier site, on était à Villepinte. Là, les billets étaient moins chers. C'était tout ce qui était les 8e, les 16e, etc. Et donc, les familles étaient là. C'était fabuleux. Tous ces enfants qui étaient là avec leurs parents, des bandes d'amis, etc. Et après, sur la deuxième période, on était sur Roland-Garros. Donc là, les billets étaient effectivement bien plus cher, on était sur les demi-finales et les finales, et donc on n'avait pas du tout le même contact avec le public. Donc nous, ce qu'on a vécu surtout là-bas, c'est effectivement le contact avec le public. Tout le monde était heureux d'être là, c'était un moment que les gens s'offraient, ils avaient envie d'en profiter vraiment à fond. On l'a vécu aussi avec les bénévoles, parce que nous, on est une équipe de 4 personnes, on a une petite équipe, on avait 4 sacs connectés, on devait mettre l'ambiance, on devait faire mettre les gants aux gens, enfin c'était toute une gestion compliquée. Paris 2024 nous a mis à disposition 4 volontaires qui étaient juste magiques. Donc en fait, ils ont participé à l'aventure avec nous. Donc il y a eu aussi ce côté humain avec les volontaires qui étaient tous ravis d'être là. Vraiment, enfin nous, à chaque fois qu'on a eu quelques personnes qui ont tourné, ils étaient ravis de venir nous rejoindre. Ils avaient entendu parler de nous. Donc voilà, on était là-bas avec la FF Box et même avec l'équipe de la FF Box, on connaissait pas tout le monde. On a aussi fait des belles rencontres, voilà. Et d'ailleurs, dans les volontaires, on a rencontré un vidéaste qui veut maintenant faire des vidéos pour Hypercute quand on monte à Paris. Donc voilà, enfin tout ça, c'est une vraie aventure humaine. Par rapport à ça, par rapport à cette aventure en tant que volontaire, ne serait-ce que pour savoir où les volontaires allaient être attribués, il y a eu 300 000 personnes qui ont demandé à être volontaires. Au final, il n'y en a eu que 45 000 qui ont été sélectionnés, qui ont été choisis. Et sur ces 45 000, il y avait énormément de missions tous les jours sur différents sites. Donc moi, quand j'ai postulé, on me demandait quels étaient mes sports, quels étaient mes favoris, et en fin de compte, ils ont réussi à nous placer et à placer des gens en fonction de leurs attraits. Donc ils pouvaient voir leurs idoles, ils pouvaient voir quand ils suivaient des sportifs en compétition, ils pouvaient les voir. Et comme ça, quand j'ai fait plusieurs missions, dont l'antidopage sur le triathlon. Moi je suis pas du tout triathlète, je connais pas du tout même la partie sportive autour de ça. Ils étaient tous en train de crier les noms des uns des autres, ils les reconnaissaient juste au visage, ils n'avaient pas besoin de voir leur nom parce que justement les volontaires étaient là parce qu'ils avaient choisi ce sport, parce qu'ils avaient soit le pratiqué, soit en tout cas ils les suivaient. Par rapport à moi, cette situation, ce qui a changé, c'est je cours, je ne sais pas nager et je sais à peine faire du vélo comme un Néerlandais. Et demain j'ai ma première leçon de natation parce que je me mets au triathlon pour dans 1 an. Mon objectif, c'est de pouvoir accompagner des personnes en situation de handicap sur un terrain, sur une piscine. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas si ça... Peut-être que demain après-midi, je ne serai pas là parce que je serai au fond de la piscine. Mais voilà, c'est que ça vous change. J'ai passé 3 heures avec Jules, qui était le médaillé d'or. Donc, pas Alexis, mais Jules sur notre catégorie, donc médaillé d'or au triathlon. Passer 3 heures avec cette personne, de voir la soif de vie qu'il a, de vivre, de pouvoir... Le handicap n'existe pas. C'est-à-dire que si c'est pas nous qui le mettons, si c'est pas nous qui l'imposons face aux personnes en situation de handicap, il n'existe pas. Je veux dire, c'est des gens comme vous et moi. Il faut aller au-delà.
Pour moi, donc, ces jeux ont changé quelque chose. Pour vous, justement, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que demain, ça va faire? Par rapport à Hypercut, vous faites ces sacs qui permettent justement de mesurer. C'est pas simplement de la lumière qui s'allume sur un sac. Il y a des mesures qui sont faites, des temps de latence, des temps de réponse, des temps de pression. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que ça a changé pour nous? Eh bien, en fait, on nous a vus, tout simplement, au niveau international, mais aussi au niveau local, enfin national. Par exemple, la région Île-de-France nous a découvert au jeu. Et là, on vient de signer avec eux 5 jours de notre présence à la Paris Games Week, qui est un énorme événement. Nous, on est un peu dans ce qu'on appelle l'exergaming, hein, donc on mélange l'exercice physique avec le jeu. Et donc, on est en plein dedans. Donc voilà, là, on vient de signer avec l'Île-de-France, qui est pour nous une cible majeure, parce qu'il y a beaucoup d'activités sur la région. Donc ça, c'est un exemple. Donc côté business, alors on n'affichait pas notre marque là-bas aux Jeux Olympiques, parce qu'on n'était pas sponsor officiel, on n'avait pas mis l'enveloppe nécessaire sur la table, et donc on était sous la marque FF Box, et donc, mais par contre on avait le droit d'en parler. Quand les gens nous demandaient « Qui êtes-vous ?», on leur expliquait qu'on était Hypercut et qu'on était de Toulouse et qu'on était une start-up dans la Sportec. Mais voilà, ça s'arrêtait là. On n'a pas fait de publicité. C'était le deal. On est venu à nos frais aux Jeux Olympiques. On était volontaire, mais en tant qu'entreprise. Voilà, on va le dire comme ça. De notre côté, si je peux revenir sur la question de l'organisation, parce que ça a été quand même très critiqué avant le moment des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vraiment, de notre côté, on n'a eu absolument aucun souci. Et je pense que le niveau de préparation des Jeux ont vraiment été au plus haut. C'est-à-dire que même sur un dispositif comme le nôtre, qui est quand même assez complexe, qu'on est dans plusieurs sessions à la fois, avec l'intervention directe des volontaires, etc. Vraiment, le niveau était vraiment très très bien préparé. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça dans une compétition, même avec l'ampleur qui rajoute de la complexité. Et du côté des volontaires, c'est donc les volontaires qui ont notamment distribué les tablettes sur site et qui ont fait vivre la solution en tribune presse avec des logiciels, etc. Et ça a été assez intéressant parce que de manière générale, c'est quelque chose qui est réservé, soit qui est automatisé, soit qui est réservé à notre équipe pour le fonctionnement même de la tablette. Et finalement, c'est avec l'engagement des volontaires sur ces sujets-là, cette chose qu'on n'avait jamais vue. Et je pense que ça a presque autant plu aux volontaires que finalement aux bénéficiaires qui ont pu utiliser la solution. Ça, c'était vraiment bien. Et après, effectivement, sur l'ambiance même des jeux, c'était vraiment exceptionnel. Cette année, on va dire sur un an, on a eu l'occasion de travailler sur la Coupe du Monde de rugby. On a fait la Coupe d'Afrique des Nations aussi en Afrique. Et je pense que c'est la première compétition où il y a une telle effervescence en termes de taille. Et même la ville de Paris, je pense qu'elle était redevenue entre guillemets vivable, dans la mesure où il n'y avait plus beaucoup de personnes dans la ville. Et du coup, il y a très peu de voitures, c'était vraiment très agréable. Et après, à côté de ça, nous, sur les retombées, nous également, on n'avait pas le droit d'engager notre marque. Donc TouchSouci n'était pas mentionné, c'était sous le nom de VisionPad. Maintenant, on est seul à le faire, donc l'identification a été quand même assez simple. Et pour nous, ça nous a donné une légitimité très forte et très directe de pouvoir travailler sur de tels événements. Ça montre qu'on arrive à délivrer de manière technique la solution. Et ça nous a permis notamment de lancer des nouveaux échanges avec l'UEFA, la FIFA ou d'autres éléments nationaux. Vous êtes passé de 4 à 10, et là vous avez passé de 10 à 100. Peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas là maintenant on va pouvoir essayer on va pas essayer, mais on va installer la solution de manière permanente dans plusieurs clubs sportifs. Moi, en termes de retombées, ça m'a confirmé que j'adore courir partout de 6h du matin à 23h. Les chaussures des bénévoles étaient ultra confortables. C'était ma seule petite crainte. En dehors de ça, moi, j'ai une expérience volontaire un peu... en fait, ça m'arrive tout le temps, mais c'est vrai que par rapport aux autres gens, moi, j'ai fait 3 postes en 4 jours. Donc, j'ai eu 3 accréditations différentes. Et le deuxième jour, comme d'habitude, où je vais dans des événements, j'ai récupéré l'accréditation la plus haute, ce qui est protocole. Et donc, en fait, quand vous êtes au protocole, vous travaillez qu'avec les VIP. Donc, les rois et les reines, les ministres, les présidents, les PDG du CAC 40, voire l'équivalent du CAC 40 ailleurs. Et en fait, comme j'ai pas d'ego, en fait, c'est parfait, parce que du coup, vous êtes juste là pour aider à ce que ça se passe bien avec eux, sachant qu'ils ont leur team de sécurité, comme dans Bodyguard. Mais bon, ça se passe comme ça. C'est vrai que ce que j'en garde, en dehors des gens, pour moi, c'est le plus important, mais c'est vrai que, en fait, comme tout le monde parlait à tout le monde, en fait, c'était très facile de parler d'abord aux gens, avant de savoir ce que les gens faisaient. Donc en fait, vous parliez avec quelqu'un, ok, oui, ça se passe bien, vous faites quoi dans la vie? Ah, vous êtes président de la Fédération internationale de XYZ. Ah, ok, c'est bien, ouais, vous connaissez, ouais, ok, d'accord. Et en fait, finalement, c'est pas du tout une relation, c'est ça qui est très intéressant en fait. C'est très professionnel,
Mais c'est pas du tout une relation commerciale, enfin, en tout cas de mon expérience et même de ce que j'ai vu dans les lounges méga VIP. En fait, c'est juste des gens qui se rencontrent, qui commencent à discuter ensemble et qui finalement se disent « Ah ouais, c'est bien, mais au fait, vous faites quoi ?» Et au final, c'est des relations humaines qui se nouent et après, le reste arrive. Et c'est vraiment ce que je pense intrinsèquement, c'est qu'il est impossible de faire du business sans avoir une accroche, entre guillemets, de confiance ou en étant en frontal, juste, allez, vous êtes, je vais prendre un cliché, mais allez, vous êtes d'Arabie Saoudite ou du Moyen-Orient, vous avez plein d'argent, allez, payez ma solution, quoi. Moi, de mon expérience et de ce que j'ai vu, ça ne marche pas. Parce que ces gens-là, en fait, ils sont pas bêtes. Sauf que si vous rencontrez des gens comme ça, même assis à côté de vous dans le métro, qui marchaient très bien, du coup, vous avez un lien humain et après, c'est beaucoup plus facile d'avoir une accroche, en fait. Mais pour eux aussi. Donc c'est ça que je retiens, en dehors du fait que j'adore le protocole et en dehors du fait que j'ai d'autres projets très gros qui vont arriver. Voilà. Je vais me permettre maintenant de prêcher un petit peu pour ma paroisse, pour développer un peu sur le rôle de l'ombre un peu qu'a eu SCC pendant ces Jeux, si c'est OK. En SCC, il faut savoir que sur les 45 000 bénévoles, plus de la moitié, on est équipé d'un PC pour justement gérer les accréditations, gérer les badges, savoir qui c'est qui était où, comment ça se passait. Et justement, c'est là que SCC, avec ce fameux petit écran bleu, qui ne s'est quasiment pas vu grâce à vos interventions. Et c'était exactement ça, c'était vraiment le dépannage dans l'urgence. On avait exactement 5 minutes pour être en capacité de pouvoir réparer et de pouvoir remplacer ou pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, maintenir en condition opérationnelle n'importe quel équipement. Donc à chaque fois qu'il y avait un dysfonctionnement, il y avait quelqu'un qui arrivait avec un chrono, clac. Si c'est pas résolu en moins de 5 minutes, notez. Et à la fin, on fait les amendes. Donc on avait un petit peu cette pression aussi bien côté management que côté technique, et on a vu en fait que c'était dans cette espèce de poursuite de l'excellence que ça s'est vraiment bien passé. On a eu ce qu'on appelle le TOC ou le TOC à la française, le Technological Operative Center, qui était au nord de Paris, entre Aubervilliers et Saint-Denis, où il y avait un étage, une pièce environ de 10 mètres par 60, donc il faut imaginer à peu près la même largeur et 2 fois plus profond, rempli d'écrans sur un mur, et c'était la salle de contrôle des Jeux Olympiques de la manière technologique. Tous les équipements informatiques étaient recensés, étaient paramétrés, étaient vus, étaient visibles depuis cette salle. Et les gens se relayaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vérifier que tout fonctionne, pour repérer la moindre anomalie, pour faire de la recherche proactive et de l'apport de solutions. Et c'est principalement déjà ce travail qu'a fait SCC, et c'est un petit peu la première fois que SCC faisait cette espèce d'extra step pour vraiment mettre de la surveillance 24/7, pour pouvoir aller encore plus loin du fait de la visibilité de sa mission, du fait de l'excellence et du prestige de son client. Et c'était déjà une expérience extrêmement éprouvante, mais quand même extrêmement sympathique, mais qui restait vraiment très difficile. Le comité des Jeux Olympiques est un client très exigeant, qui a besoin que tout fonctionne. Il a fait de nombreuses promesses et il a besoin que tout fonctionne. Il doit tenir toutes ses promesses. Donc c'est pour ça que vous êtes face à 5 intervenants qui ont chacun joué un rôle de partenaire sur lequel le comité est venu s'appuyer pendant ces Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est principalement qu'on est venu raconter un petit peu nos anecdotes et autres, et on en avait une qui fonctionnait assez bien. C'est pour montrer vraiment l'exigence un petit peu du client, c'est qu'il nous manquait des coques pour les tablettes au Stade de France, avec les lanières, etc., pour que ce soit ergonomique à la portée, pour pouvoir enregistrer les spectateurs, pour pouvoir faire tous les contrôles et autres. Et on devait, à 23h, à 4h du matin, au milieu de la journée, toujours pouvoir répondre dans l'heure, avec ce délai, soit de 5 minutes quand c'était possible, quand c'était sur place, sinon c'était un délai d'1 heure quand on était hors site. Mais bon, Dieu merci la voie spéciale sur le périph', Dieu merci le non-contrôle d'excès de vitesse. Donc on s'en est toujours sorti grâce à ça, mais c'était pour montrer un petit peu ce système D sur lequel on a dû s'appuyer tous les partenaires pour pouvoir être en capacité de mener ces Jeux à bien. C'est sûr que cet événement, ça rend fier d'être français. Paris était une autre ville. Alors, moi, je suis parisien, j'ai passé pas mal d'années là-bas. Et le fait de ne pas avoir les Parisiens, de ne pas avoir toutes ces voitures entassées, bouchées, c'est vraiment une autre ville. Et comme tu disais, moi, je me baladais en Anvers tout le temps parce que de toute façon, on fait des horaires tellement... Mais c'est-à-dire qu'on devait partir avant le métro. Donc, on commençait à marcher pour aller à la première station où il y a le premier métro qui partait pour pouvoir commencer. Et quand on revenait le soir, moi je me changeais pas. Si on devait aller quelque part ailleurs, je restais habillé donc en vert. Et les gens spontanément viennent vous voir. Ah merci, ce que vous faites, c'est bien. Et si on vous dit ça aussi, en tout cas si moi je vous le dis, c'est aussi pour créer des vocations.
Il y a Hélé, dans pas longtemps, c'est dans 4 ans, et il va y avoir les ouvertures des candidatures justement pour les volontaires. Avant ça, il y a même l'Italie, il y en a d'autres à d'autres moments. C'est ouvert, hein, bilan en 2026. Hein. De toute façon, les volontaires, ils sont sélectionnés 18 mois à l'avance. Et ça ouvre 2 ans à l'avance. Personne ne sait à l'avance ce qu'il va faire dans 2 ans, mais vous pouvez ouvrir une porte au cas où. Enfin, moi, j'ai fait ça comme ça, en fait. J'habitais à Paris quand j'ai candidaté. Et j'ai déménagé, j'étais à Toulouse, et un jour j'ai reçu un mail, bon avec mon métier, il est parti à la poubelle direct. Deuxième, non. Troisième, je suis là, c'est quand même c'est insistant pour un spam ou pour du phishing, et là j'ai ouvert, ah mais oui, c'est vrai. Il y a 2 ans, j'avais postulé pour, et donc en se rapprochant, on s'est aperçu que c'était vrai, quoi, que j'étais sélectionné. Et pour Milan, ils ont une condition de parler italien et anglais, et donc il y a des cours. Donc il y a des sites qui viennent de se créer pour justement améliorer votre italien, pour avoir une base minimum pour pouvoir justement opérer. Ça a été fait là dans la semaine. Il y avait aussi quelque chose d'assez incroyable pendant les Jeux, c'était exactement ça, cette multiculturalité des bénévoles. On avait dû faire une mission dans Paris à un hôtel sur lequel était logée la famille olympique. C'est en gros les gens qui sont au-dessus de Tony Estanguet, etc. C'est tous les anciens athlètes qui vont faire la commission et qui font un peu le contrôle pour les Jeux olympiques. Et il y avait déjà une base de volontaires qui étaient présents. Et à chaque fois qu'on leur posait des questions, déjà ça parle en anglais, donc c'est un petit peu bizarre. J'étais persuadé dans mon esprit serré que tous les volontaires, c'était des gens d'Île-de-France qui avaient levé la main et ils avaient fait « toi tu viens ». Alors que non, c'est des gens partout dans le monde qui ont des expériences. Ils ont peut-être fait Rio, ils ont peut-être fait Tokyo, certains ont fait Barcelone en 92. Donc on voit vraiment déjà cette espèce de don auprès de l'olympisme. C'est des gens qui vont traverser les frontières, qui n'ont aucun problème, qui vont sacrifier des mois et des mois, bon sacrifier non, mais qui vont donner des mois et des mois de leur vie pour pouvoir arriver et pouvoir être présent sur le projet. Et c'est ça qui est extrêmement impressionnant, c'est qu'on est face à quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui venait du Taïwan, je ne savais pas placer le Taïwan sur une carte. Donc c'est ce genre de choses où on voit vraiment que déjà des valeurs qui peuvent rapprocher, et dans un second temps, vraiment pour la première fois un événement qui est tellement important, qui est tellement magnétique, qui va prendre vraiment toute la planète, et on se rend compte qu'à notre échelle nationale, des entreprises qui sont vraiment soit concentrées dans une région ou soit au mieux dans le pays, et ben pour la première fois on a vraiment cette puissance de pouvoir toucher partout autour du globe et de pouvoir laisser une empreinte. Et c'est vraiment ça qui est vraiment impressionnant, c'est de serrer la main à quelqu'un et il te raconte qu'il était la première fois volontaire à Rio au Brésil, et il te raconte ses anecdotes et tu percutes pas qu'en fait ça peut t'arriver à toi aussi, sauf que toi t'as juste à te lever et à faire 5 minutes à pied le matin. Et c'est ça qui est un petit peu impressionnant. Ouais, et ce qui était drôle, c'est qu'en fait le chef du protocole de Paris 2024, il a commencé comme bénévole il y a 15 ans ou 16 ans pour les Jeux. Donc en fait, il disait ouais, mais moi j'ai commencé comme ça quoi. Donc pour moi c'est normal. Et en fait, la couleur de l'uniforme n'avait aucune importance. Ça c'était incroyable. C'était pas vous êtes les bénévoles et vous faites du café et des photocopies. Ouais. Je dirais même que c'était même l'inverse. Nous, sur les sites de compétition de boxe, on a eu la chance, comme on faisait les animations entre les compétitions. Dès que les compétitions commençaient, on devait fermer le stand et hop, on courait dans les gradins et parce qu'on est tous passionnés de boxe dans l'équipe, donc on a pu voir les compétitions. Bref, et systématiquement, en tout cas très souvent, plusieurs fois dans la journée, la voix off demandait à ce que tout le monde se lève pour les volontaires. Donc il y avait en plus ça, comme tu le disais tout à l'heure, dans le métro, les gens te disaient merci. En fait, c'était ça, c'est que vraiment tous les gens étaient toujours heureux de croiser les bonhommes verts, les bonhommes bleus aussi. Ça, c'était l'équipe de Paris 2024. Et pour rebondir sur ce que disait Frédéric, ce qui était très chouette, c'est que comme tout le monde était justement habillé en vert ou habillé en bleu, tu parlais tout à l'heure des métiers, on ne savait pas à qui on parlait. Quand on abordait quelqu'un ou quand quelqu'un venait vers nous, on ne savait pas déjà s'il était français ou pas. Donc déjà, au début, on disait français, anglais, italien, etc. ou taïwanais. Et on avait effectivement après, c'est dans la discussion humaine qu'on découvrait avec qui on discutait. Et c'était très souvent surprenant. Et voilà, donc les merci, on en a eu tous les jours. Nous, sur les animations, parce qu'il n'y avait pas des animations sur tous les sites de compétition, les gens nous disaient « mais merci d'être là, merci de nous divertir en attendant que… » Et on a eu des merci tout le temps. Donc je pense que les volontaires étaient remerciés, on était remerciés. Il y avait vraiment ce partage, cette envie de dire merci. Juste pas « vous êtes là, c'est normal, on a payé nos billets ». Mais pas du tout, pas du tout. Bon bref, c'était pour dire que c'était vraiment génial. Et bon, du coup, je témoigne également vraiment de l'exigence absolue qu'il y avait en termes de livrabilité pour les solutions.
Et notamment au lancement du run, il y a quand même une pression qui est assez importante en termes de est-ce que ça va fonctionner ou pas. Et du côté, pour témoigner de l'ambiance générale, du côté de nos chefs de projet, du côté de P24, Paris 2024, c'est assez rare quand même de le voir, mais quelconque problème on pouvait rencontrer, c'était toujours d'une manière extrêmement bienveillante qu'on essayait de le traiter. Et je pense que c'est valable avec tous les volontaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question, enfin il n'y a pas de remise en compte, il n'y a pas de juste comment on va faire pour résoudre les problèmes. C'était vraiment bien reçu du coup. Et après nous en termes déjà pour les bénéficiaires, on a plus de 400 personnes qui ont utilisé les solutions, donc c'était une très grande réussite de ce côté-là. Donc des personnes en situation de déficience visuelle lourde. Et à propos de ça, ça a vraiment été une réussite, parce que c'est un public qu'on connaissait pas d'ailleurs, donc qui venait vraiment de manière sans nous connaître forcément en avance. Et donc c'est très bien passé. Et après également au niveau des résultats qu'on a pu obtenir, le projet a fait entre 25 et 30 millions de vues directes, puisqu'on est passé avec les télévisions nationales, etc. avec OBS, donc ça a plutôt bien fonctionné. Écoutez, on arrive sur la fin de cette table ronde. Merci à vous pour ce partage d'expérience et dans 4 ans à LA. S'il y en a qui veulent suivre, faut pas hésiter. Et dans 2 ans à Milan, et après, en 2000, je ne sais plus combien... 30, c'est encore chez nous. C'est toutes les Alpes jusqu'à Nice inclus. Donc voilà. Et 32, normalement, c'est Brisbane, de ce que j'ai compris. En tout cas, voilà, une expérience qui vous change une vie, qui vous change vos points de vue. Et on espère vous y voir tous. Merci. Au revoir.